peut-être un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. On a une question de Loïc Bellarini, que je salue, qui a laissé ça sur Blue Sky. Sur l'international, comment est-ce possible d'être encore aussi complaisant avec Poutine? Est-ce que ce que dit Jean-Luc Mélenchon reflète le programme de l'AEC? Pourquoi complaisant avec Poutine? Alors, il peut compléter la question, mais on n'est pas complaisant avec Poutine. Nous, on est le seul mouvement politique. Tu regardes s'il fait parce que je ne vais pas lire en même temps. On est le seul mouvement politique à avoir accueilli des opposants à Vladimir Poutine, des opposants à la guerre, qu'on a fait sortir de Russie et qu'on aide et qu'on accueille depuis plus de 4 ans. Y compris d'ailleurs des déserteurs russes et des déserteurs ukrainiens. Donc on est les seuls à avoir fait ça. Jean-Luc Mélenchon, il se trouve qu'il était en déplacement vers l'outre-mer au moment où la Russie a violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine en envahissant l'Ukraine. Et donc, il a été le premier responsable politique, un hasard qu'il était réveillé du coup, je ne sais plus, 4 heures du matin ou 5 heures du matin, à dire qu'il n'était pas possible d'accepter qu'un voisin envahisse l'autre. Parce que ça veut dire qu'effectivement, derrière, il n'y a plus de droit international et il n'y a plus de loi du plus fort. Donc, nous n'avons jamais été complaisants avec Poutine. Et d'ailleurs, la fois où Jean-Luc Mélenchon a été en Russie, c'était pour rencontrer un opposant à Vladimir Poutine. Par contre, ce que nous disons, c'est que nous n'acceptons pas le deux poids, deux mesures révoltant que fait la France. Et ce n'est pas pour soutenir Poutine que nous disons ça, bien au contraire. Je pense que si j'étais russe comme Jean-Luc Mélenchon, j'en suis même sûr, nous serions des opposants à ce pouvoir. Mais nous ne disons pas cela pour soutenir Poutine, nous disons ça parce qu'il y a un deux poids, deux mesures révoltant. Quel est-il? Il y a eu 19 trains de sanctions contre Poutine pour la violation du droit international en Ukraine. Il y a toujours 0 sanction contre Netanyahou, alors que Netanyahou est en train d'annexer le Sud-Liban, dont ses ministres disent très clairement qu'ils veulent faire du Sud-Liban comme ils l'ont fait à Gaza, c'est-à-dire tout détruire. Et il est en train de continuer le génocide à Gaza, plus un nettoyage ethnique en Cisjordanie, avec des bébés de 7 mois qui sont tués par balle directement par des colons, des milliers, des centaines de morts qui sont déjà advenus en Cisjordanie avec une colonisation qui continue, et un apartheid qui va maintenant jusque dans la peine de mort, avec cette loi qui a été adoptée à la Knesset, dont j'espère qu'elle ne sera jamais appliquée, parce que si elle est appliquée, ça veut dire que les 10 000 prisonniers palestiniens qui se trouvent actuellement dans les geôles israéliennes pourraient, du jour au lendemain, pour des centaines d'entre eux, voire plus, être directement exécutés, qui dit que lorsqu'un Palestinien est accusé de terrorisme, et on sait bien qu'Israël ne fait pas des procès équitables, d'ailleurs ne fait généralement pas de procès, lorsqu'un Palestinien est accusé de terrorisme, il sera automatiquement pendu sans aucun recours possible. Donc, je crois que ça, c'est révoltant. Et que nous sommes fiers d'incarner une voix de la France qui, justement, appelle à faire respecter à la fois l'ONU, le multilatéralisme de l'ONU, le droit international, et non pas un double standard, comme disent les diplomates, qui est révoltant et qui fait que la parole de la France n'est plus entendue à l'international. Tu m'as demandé quels seraient les exemples qui pourraient être donnés. Je vois que dans le chat, il y a Éruption Solidaire qui parle de l'invasion d'une partie de la Syrie. On n'avait pas entendu forcément de grandes critiques, mais grosso modo, ce qui revient le plus souvent, c'est sur Jean-Luc Mélenchon. Et la question, c'était, est-ce que ce que dit Mélenchon sur l'international reflète l'avenir en commun? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il faut faire un distinguo ou pas entre le programme et le candidat sur l'international? Parce que c'est un des endroits où il y a le plus d'achoppements, tu le sais très bien. En gros, son refus d'une politique d'isolement durable de la Russie, sa critique des livraisons d'armes et de la stratégie occidentale, ses analyses qui sont jugées trop proches des arguments géopolitiques avancés par Moscou. Et je me souviens, l'été dernier, quelle ne fut pas ma surprise quand, en direct, aux amphis, donc aux universités d'été, Mélenchon a dit que Zelensky était moins légitime que Poutine. Tu te souviens sans doute de cette phrase puisque tu étais... Il ne l'a pas dit comme ça, mais... Non. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, enfin, je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre parce que sinon... Voilà. D'abord, je vais répondre très clairement à la première question, qui est la question générale. Oui, Jean-Luc Mélenchon reflète ce qu'il y a dans l'avenir en commun, et l'avenir en commun reflète ce que dit Mélenchon dans le sens que tu veux. Nous, on a toujours essayé, et effectivement, c'est un point d'achoppement avec le reste de la gauche. Nous, on a une vision
qui est une vision cohérente de l'ordre international. Et nous refusons une sorte de bonne manière qui serait faite, où on désignerait des ennemis à tout va, alors ici la Russie, la Chine, etc. Parce que si on avait entendu ce que disait par exemple Jean-Luc Mélenchon à l'époque, comme de nombreux spécialistes internationaux, si on avait écouté par exemple sur le fait qu'il ne fallait pas amener l'OTAN trop proche de la Russie, qu'il y avait eu de nombreuses alertes sur cette question, peut-être que nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour excuser et pour justifier une invasion qui est absolument injustifiable et que nous avons dénoncé depuis le premier moment, que nous continuons de dénoncer et sur lequel nous avons fait, alors là, chacun peut aller voir les votes qu'on a fait à l'Assemblée nationale, les débats qu'on a demandés, les prises de parole qu'on a faites, qui sont irréprochables sur cette question. Donc, la question qu'on dit, c'est juste si on fait un alignement entier sur les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, on amène le monde vers un désordre géopolitique qu'on est en train d'observer. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Quant à la question de ce qui s'est dit exactement aux amphis. Aux amphis, Jean-Luc Mélenchon pointait une question qui est, à mon avis, une question importante, qui n'est pas la question de la légitimité de Zelensky. Nous sommes en temps de guerre, il ne peut pas y avoir d'élection organisée en tant que telle, donc je le mets de côté. C'est la question de savoir, est-ce que ce que nous demandions, nous, qu'il y ait une solution diplomatique, parce qu'il y a tous les va-t-en-guerre qui expliquent depuis plus de 4 ans, depuis 4 ans et demi exactement, que l'Ukraine va gagner sur la Russie et qu'on va s'en sortir par une issue militaire. Nous ne croyons pas à cela. Nous avons toujours dit qu'il faut une sortie politique, diplomatique de cette guerre, et y compris en respectant les peuples qui y vivent. Nous sommes les seuls à dire que, par exemple, en Crimée, au Donbass, il faut un vote pour que les habitants puissent décider si dans les territoires qui sont disputés. Et tous ceux qui ont dit pendant 4 ans et demi que l'Ukraine allait gagner sur la Russie se retrouvent maintenant avec un président Trump à la tête des États-Unis qui lâche régulièrement l'Ukraine, la menaçant d'enlever les renseignements, ce qui laisserait l'Ukraine dans le noir total pour savoir ce qui se passe, sont en train donc de laisser l'Ukraine à la merci de devoir accepter des conditions léonines de Poutine, alors que s'il y avait eu, de la part notamment de la France et de l'Union européenne, un rôle qui était pris, nous on avait proposé un cadre qui est celui de l'OSCE, dans lequel il y a les différents acteurs qui sont là, qui aurait permis d'avoir une solution politique et diplomatique qui fasse que justement l'Ukraine ne soit pas prise à la gorge et obligé d'accepter des conditions inacceptables, eh bien peut-être que ça aurait été différent. Donc ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il fallait, dans le cadre d'un cessez-le-feu, qu'il puisse y avoir des élections, quitte à ce que ça soit Zelensky qui regagne. C'est pas ça notre question. Mais la question qui est posée, c'est que ensuite l'accord de paix pérenne qui se fasse puisse se faire avec une légitimité. J'explique pourquoi. Parce que sinon derrière, si Zelensky, le couteau sous la gorge, est obligé de signer un accord avec Poutine, et que derrière il y a des élections, parce qu'un jour il y aura des élections, tout le monde est d'accord sur le fait que le peuple ukrainien a le droit de voter pour sa représentation, qu'après il y ait des élections, et que derrière on se retrouve à avoir des candidats qui n'acceptent pas ce qui a été signé après, vous comprenez que ça pose une question de légitimité. Donc c'est ça que disait Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois qu'on peut regarder avec attention ce que Jean-Luc Mélenchon a fait et dit depuis des dizaines d'années, qui sont à chaque fois, à la fois le respect du droit international, le non-alignement de la France. Ça veut dire le non-alignement de la France, c'est ni sur la Chine, ni sur les États-Unis, ni sur la Russie, ni sous personne. De pouvoir décider selon nos propres intérêts. Et je crois que tous ceux qui étaient béats vis-à-vis des États-Unis et qui disaient qu'il fallait continuer, etc., eh bien, je crois que justement, tout le monde se rend compte aujourd'hui que les États-Unis, sous Trump, mais même sans Trump, ne poursuivent uniquement leurs intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et donc, je crois que Jean-Luc Mélenchon est un président qui, au contraire, permettrait de ne pas impliquer la France dans je ne sais quelle guerre illégale ou autre. Et je vous assure que si depuis 2 ans et demi de génocide à Gaza, il y avait eu Jean-Luc Mélenchon, il y aurait déjà des sanctions contre Netanyahou. Si Jean-Luc Mélenchon était le président de la République, il y aurait eu beaucoup plus de Russes opposés à Poutine qu'on aurait accueillis en France pour les aider justement à se structurer. Parce que, y compris en Russie, il faut penser il doit y avoir une opposition à Poutine qui doit pouvoir se construire. Elle fait les gros yeux. Non, Juliette ne fait pas les gros yeux parce qu'elle sent que c'est important faire cette mise au point. Mais le chat te dit, mais quand même, LFI est prêt à lâcher Taïwan. Ah bah ça c'est la position. Alors ça c'est alors on va faire toutes les polémiques internationales, mais pourquoi pas. Ça c'est Tu sais que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans la critique
de gauche. Je te Ah parle oui, pas, j'entends. je te parle pas de la gauche molle, mais même la gauche de gauche. Il y a quand même des gens Oui. qui disent qu'ils ne voteront pas à cause de vos positions Oui, internationales. mais alors déjà, moi j'invite quand même à d'abord nous écouter et nous écouter précisément avant de décider. Ça, c'est la première chose. D'où Et la la question- deuxième d'où les chose, questions. D'où les ouais, questions. d'où les questions. Et la deuxième chose qui me semble quand même importante, c'est qu'on a eu quand même des exemples de ce que ça donne. Enfin, je veux dire, quand vous êtes au pouvoir, dire par exemple des mots extrêmement durs contre Vladimir Poutine, on peut les faire, hein. Moi j'ai pas de problème. Mhm. Je le dis, si j'étais russe, je serais une opposante à Poutine. On a aidé des opposants à Poutine. Je peux dire des mots extrêmement durs contre plein d'autres régimes. Mais la question, quand vous êtes au pouvoir, c'est qu'est-ce que vous faites? Si c'est juste pour dire des mots, qui sont des mots qui ensuite vous font rompre tout dialogue avec tout le monde, où la France ne peut plus parler au reste du monde. Je veux dire, l'histoire de notre pays, quand même, ça a été aussi un pays qui parlait aux différents pays et dont la voix était entendue à l'international. Alors, bon, avec toutes les parts sombres de cette histoire aussi, que j'enlève pas, hein. Mais, enfin, donc, la question qui est posée, c'est que nous, on se la pose en responsabilité. Et je pense que c'est ça la différence avec d'autres. Quand, par exemple, on entendait sur la question de l'Iran, les questions sur le régime iranien. Bon, nous, ça tombe bien. Alors là, pour le coup, tout le monde peut aller regarder dans les archives. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais défendu le régime Avoue que iranien. la phrase « alors là, ça tombe bien pour le coup », Non, alors elle ça tombe montre non, qu'il non. y a quand même quelques ambiguïtés. Non, ça tombe bien par rapport à d'autres, y compris parce que tu parlais des gens très très à gauche. Oui. Il y a des gens sur le régime iranien qui n'ont Qui n'ont pas pas été très clairs. toujours été très clairs. Donc je ne parlais pas de Jean-Luc Mélenchon, mais je parlais non, j'ai bien compris. justement D'accord, des débats ok, qui se ok, faisaient ok. sur cette question-là. Alors du coup, sur le régime iranien, nous on l'a jamais soutenu sur cette question. Surtout, on l'a jamais soutenu. On a toujours dit il faut une séparation entre politique et religieux, etc. Bon, sur le régime iranien, on nous parle des droits des femmes, qui expliquerait que du coup, on irait bombarder un pays. Je pose la question, avec des bonnes intentions comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne bombarde pas l'Afghanistan ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Afghanistan ? Absolument. Avec des femmes qui ne peuvent plus étudier, des petites filles qui ne peuvent plus étudier, des femmes qui ne peuvent plus se montrer aux fenêtres, des femmes qui ne peuvent plus chanter. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas bombarder l'Afghanistan ? Moi, je veux demander là aux bonnes consciences de gauche et autres. C'est généralement pas la gauche radicale qui dit ça, hein. Là, pour le coup, je suis sur la gauche molle. Moi, j'aimerais qu'on demande ça, sachant que la première frappe qui a été faite le premier jour de la guerre illégale en janvier, c'est une frappe sur une école où 153 écolières ont été tuées, dont personne n'a jamais dit ni les noms, ni les visages, ni les prénoms. Elles avaient entre 6 et 12 ans, ces gamines-là. Et on va nous expliquer qu'on fait une guerre en Iran pour libérer les femmes et les petites filles. Donc, je dis juste attention au discours un peu moralisateur de ce qu'on fait en relations internationales. Parce que dans les relations internationales, il faut respecter les pays qui sont en face de nous. Et les respecter ne veut pas dire tout accepter. Mais il faut respecter les peuples qui sont autour de nous et arrêter d'être dans une logique qui est une logique assez impérialiste d'un autre siècle. Parce que l'ordre international a beaucoup bougé. Quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon dit « Qu'est-ce que c'est que ce G7 ?» Bon, déjà, on est défavorable au G7, puisque nous sommes favorables au multilatéralisme de l'ONU. Mais qu'est-ce que c'est que ce G7 qui ne comprend pas que, par exemple, il n'y a pas la Chine dedans ? Est-ce que c'est pour défendre la Chine qu'on dit ça ? Non. C'est juste que si vous ne comprenez pas le poids qu'a pris la Chine, comme des pays qui sont agrégés autour de la Chine, vous ne comprenez pas que l'ordre international a changé. Que, y compris quand on parle de la fin du dollar, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les États-Unis sont dans un impérialisme aussi fort ? C'est aussi parce qu'on arrive à la fin d'un empire, et notamment à la fin du dollar, ce qui signifierait la fin de la toute-puissance états-unienne. Mathilde, le chat est très content de te voir tellement en verve, j'ai lu tout à l'heure, elle envoie du lourd, etc. Mais attention, tu es en train de déclencher une guerre mondiale, puisque là, il y a camarade Philandron qui dit, du coup, si on parle de bombarder pour libérer les femmes, on peut bombarder les USA, vu qu'ils ne respectent pas les droits des femmes. Grave. Bah non, mais c'est quand même... Grave. Mais non, mais je dis C'est la première ministre, dans la logique. c'est la première ministre, Bah non, future première ministre de la France qui parle. Donc, non, mais dans la logique, déclaration. dans la logique, ils ont raison. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. On a présenté Trump dans le moment du déclenchement de la guerre en Iran. On a présenté Trump comme un chantre des défenseurs des droits humains. Après que Alex Preti ait été tué par l'ICE, que une autre militante des droits humains a été tuée par l'ICE et par sa milice raciste. Donc oui, enfin, si on suit cette logique-là, on peut aller très très loin. Hein.
On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.